Bonjour Sherlock. Alors, cette fois, de quelle petite merveille automobile allez-vous nous parler ? Quel est le véhicule qui va sortir de votre chapeau aujourd'hui ? Marty, nous allons retourner aux origines, cette fois-ci. On file sur 1920. Mais enfin, Doc, vous n'y êtes plus. Sans cesse, vous passez votre temps à dire que l'automobile est née à la fin du 19e siècle. Non, aujourd'hui, il n'est pas question de voiture. Cette fois, nous cherchons les origines du permis de conduire. Par la pomme de Newton, et je ne parle pas d'Olivia. Cela fait 100 ans en 2023 que le permis de conduire a été créé. Nom de Zeus. Comme tu le sais, l'automobile n'était pas prise très au sérieux à sa naissance. C'était une curiosité mécanique, ça fumait, ça pétaradait, et ça avançait finalement aussi vite qu'un vélo, pas plus. Mais entre 1900 et 1914, ces machines sont regardées sous un jour nouveau. Elles sont nettement plus efficaces, plus rapides, plus grosses, plus puissantes. Elles supplantent l'hippomobile dans bien des domaines et permettent même d'afficher une forme de réussite sociale, déjà. Du coup, on achète ces voitures pour un usage plus régulier, voire quotidien, pour certains riches ou excentriques, ou les deux. On voit des voitures partout en ville, boulevards, ruelles, trottoirs, et même sur les petites routes de campagne, avec en prime désordre, embouteillage et accidents au menu. Déjà, rassurez-moi, on n'est pas encore confronté tout de même aux tourments engendrés par la prolifération des voitures. Tu ne me crois pas ? Eh bien, écoute ça. En 1899, le maire de Trouville-sur-Mer est obligé d'interdire la circulation automobile sur la route de la Corniche et rue des Bains pour ramener un peu de calme dans la cité. Même position du maire de Deauville en août 1909. C'est même dans cette ville normande qu'à l'occasion des courses hippiques, on va, pour la première fois au monde, constater un embouteillage automobile. Ce jour-là, à Deauville, il y a 2218 automobiles. On atteint dans les mêmes circonstances 3613 voitures en 1912. Un arrêté municipal stipule « Les voitures automobiles ne devront pas dépasser la vitesse de 15 km/h dans l'intérieur de la ville ». Il n'y a pas de règles, pas de loi, pas de texte officiel, bref, c'est l'anarchie. Alors oui, en 1893, un certificat de capacité est créé, mais uniquement à Paris, et on ne compte alors que 1700 véhicules pour toute la France. Pour l'obtenir, il faut être capable de diriger, freiner, mais surtout démarrer une voiture. Ça ressemble effectivement à un permis de conduire les automobiles, mais comment fait-on alors pour apprendre à piloter ces véhicules qui n'appartiennent encore qu'à une minorité ? Des écoles de conduite existaient déjà, on en trouve encore des traces dans des cartes postales pleines de nostalgie. Le plus souvent, il s'agit d'une activité de complément à une autre profession. J'ai même en tête un magasin de liqueurs et spiritueux qui complétait sa façade publicitaire avec une pancarte de leçons de conduite. C'était vers 1910. Bien souvent, quand on achète sa première voiture, on apprend avec le vendeur à s'en servir. Ou alors, il faut se rapprocher d'une école de chauffeurs, comme s'appellent alors les auto-écoles. Elle assure la théorie, la pratique, et lâche son élève dans la nature au bout de quelques heures. Et ensuite, c'est l'expérience qui peaufinera l'apprentissage. Tant mieux pour ceux qui sont doués, malheur à ceux qui croiseront ceux qui ne le sont pas. J'ai envie de dire que c'est un peu à la tête du client. Et donc, il n'y a pas vraiment d'égalité de compétences dans ce domaine, certains savent bien conduire et d'autres non. Oui, Marty, tu as bien raison, et ça, l'administration en a bien conscience. Et elle commence à envisager une réflexion sur ce problème quand la Première Guerre mondiale éclate. Les militaires boudent les voitures au début. Pas de guerre sans fantassins et sans chevaux. Quelques défaites et massacres plus tard, l'état-major revoit sa position et, en retard sur les Allemands, dote son armée de voitures souvent réquisitionnées. Parallèlement, il impose le permis de conduire à une partie des troupes. La paix est revenue, ce permis de conduire devient obligatoire à partir du 1er janvier 1923 pour les voitures mais aussi pour les motos. Pour les deux roues, jusqu'en 1970, obtenir le permis de conduire n'était pas bien compliqué. Des questions théoriques, un parcours court et symbolique. À 16 ans, on pouvait enfourcher sa machine et partir en balade. À partir de 1973, l'âge est repoussé à 18 ans.
Pour les engins de moins de 125 cm3, il n'y avait pas besoin de permis jusqu'en 1958, à condition d'avoir 16 ans. Après, il fallait soit avoir le permis dans une autre catégorie, comme celui d'une automobile, soit passer le permis vélo-moteur. À partir de 1970, le permis moto devient plus pointu. Depuis 1985, schématiquement, il existe 2 catégories de permis moto, moins de 125 cm3 et plus de 125 cm3. Vous voyez mon permis de conduire, il est valable jusqu'en 1987. Mais revenons à 1923. Le petit papier qui n'a rien de rose au début a surtout des allures de formalité pour les premières décennies. Je me souviens d'avoir interviewé Jean Vinatier, l'ancien pilote officiel alpine de 1964 à 1971, détenteur de 9 records du monde sur la barquette Barbeau en 1953, et surtout jeune conducteur en 1951. Il m'avait raconté son passage du permis, une autre époque. Pour en savoir plus sur cette autre époque, la suite de cet épisode, c'est à écouter en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et Amazon Music.